Bonsoir à tous. C'est promis, je vais faire assez vite. Faut pas rater l'apéro quand même. Vous avez un bon quart d'heure? Un quart d'heure? Un quart d'heure, c'est déjà bien. Alors, est-ce que ça marche comme ça? Voilà. Un avant-propos quand même, c'est surtout les précautions. Les chiffres qu'on va vous donner et qui sont tirés de notre expérience de terrain ne sont pas généralisés à la population qu'on va décrire. Pour faire simple, je vais vous décrire l'intervention qu'on a auprès des usagers de drogue qui sont à Bordeaux et qui sont d'origine bulgare. Les chiffres que je vais vous donner ne concernent que ces usagers bulgares qui sont suivis par notre structure. Et il ne faut surtout pas généraliser ce que je vais vous raconter à tous les Bulgares ou tous les Bulgares usagers de drogue. Surtout dans le contexte français où il y a dans les médias une campagne de stigmatisation de la population bulgare et notamment des Roms. Donc ça, il faut garder en tête tout le long du propos, mais je le rappellerai. Donc je vous parlais de l'expérience de terrain. On n'est pas dans un compte-rendu scientifique pur, mais vraiment sur ce qu'on fait sur le terrain et les difficultés qu'on a. Donc, je travaille au sein de la CAS, qui est une structure bordelaise de réduction des risques, qu'on appelle nous un CARUD, pour l'accès et la réduction des risques des usagers de drogue. Donc, pour faire simple, un programme d'échange de seringues initialement, un service d'ACT qui est des appartements de coordination thérapeutique, qui sont des appartements pour les usagers de drogue, mais non pas pour traiter leur dépendance, mais pour traiter les pathologies qui y sont associées ou qui peuvent être associées, notamment les hépatites et le VIH. Une unité spéciale pour sortants de prison et d'autres projets, notamment un projet avec un art thérapeute qui intervient. Et vous avez dans les posters que vous avez dehors le travail qu'il effectue au sein de notre structure. Donc pour revenir à notre sujet de ce soir, je vous parlais c'est une petite minorité par rapport à notre file active, puisqu'on a à peu près 1000 usagers de drogue en file active sur une année, et parmi ces 1000 usagers, on n'a que 50 Bulgares, mais ces Bulgares ont des particularités un peu différentes des autres usagers, vous allez voir pourquoi après, qui fait qu'on les a traités un peu différemment, et nous ont surtout posé des problèmes, et c'est le but de la présentation, c'est la difficulté de l'application sur le terrain, des recommandations ou des objectifs qu'on a, suivant les difficultés qu'on rencontre. Alors, les caractéristiques sociales de ces usagers de drogue bulgares suivis dans notre structure tiennent en partie de leur statut social. Il faut savoir que les Bulgares sont dans la communauté européenne, donc ils ont libre circulation, mais ils sont hors espace Schengen, donc ils peuvent rester sur notre territoire que 3 mois à titre de touristes, et au-delà de 3 mois, ils sont considérés comme être en situation illégale. Ça, c'est leur situation actuelle. C'est la même situation en Europe pour les Bulgares et les Roumains. Dans la pratique, ils restent à Bordeaux. Et donc, pour les 2 tiers d'entre eux, ils se trouvent en situation illégale. Mais un tiers d'entre eux bénéficient d'un titre de séjour d'une durée de 1 an renouvelable chaque année pour des raisons d'accès aux soins, notamment pour des pathologies assez sévères. Du fait de leur statut social précaire, ils se retrouvent sans possibilité de travail, donc pas de revenus légaux. Ils travaillent donc au noir pour ceux qui peuvent travailler et ceux qui trouvent du travail. Ils n'ont pas d'accès ou difficilement accès à des logements. Donc pour les 3 quarts d'entre eux, ils se retrouvent en squat, avec des squats vraiment difficiles, c'est-à-dire que souvent ils n'ont ni électricité ni eau courante. Donc c'est vraiment très précaire. Vous allez voir l'influence que ça a dans notre prise en charge. Et puis un des paradoxes de la situation française, c'est qu'il y a une discontinuité dans la couverture maladie, dans le sens où dans les 3 premiers mois, tant qu'ils sont légalement sur notre territoire, ils n'ont pas de couverture maladie, ils n'ont pas de droit ouvert. Par contre, au-delà de 3 mois, bien qu'ils soient en situation illégale, ils ont le droit à avoir ce qu'on appelle une aide médicale d'État qui leur permet d'avoir des soins comme les autres. Donc, c'est une difficulté dans le sens d'un côté ils sont en situation illégale, de l'autre côté cette situation illégale leur permet d'avoir droit à des soins. Avant de lire dans le détail les caractéristiques médicales, je reprécise que les chiffres que vous allez lire là, qui peuvent faire peur à certains, sont uniquement les chiffres qu'on a sur les usagers de drogue bulgares suivis à la CAS. Donc il ne faut surtout pas en faire une généralité. Vous allez comprendre pourquoi. Quand on lit rapidement, vous allez voir que la prévalence des infections VIH et hépatite C, B et delta
est très importante, beaucoup plus importante que ce qu'on peut retrouver ailleurs, notamment dans les usagers. Et la prévalence des co-infections est beaucoup plus importante. Si vous regardez la ligne, sur le VIH, 100% de ceux qui sont infectés par le VIH sont aussi co-infectés par une des hépatites, qu'on a 38%, donc 4 patients usagers sur 10 qui a l'hépatite B, a aussi l'hépatite delta. Vous allez voir ce que ça implique par la suite. Et 40% des patients infectés par le VIH sont aussi quadri-infectés, donc ils ont l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D. Donc évidemment, des situations sanitaires un peu complexes. Alors un petit rappel, je vais aller très vite parce qu'on a eu des rappels avant, juste sur l'histoire naturelle de l'hépatite D qui est un peu moins connue. Donc c'est un virus dit défectif de l'hépatite B, donc il nécessite la présence de l'hépatite B chez l'hôte pour pouvoir être infecté. Donc il s'agit soit de co-infection, les patients sont infectés par l'hépatite B et l'hépatite delta en même temps, soit une surinfection par l'hépatite D, alors que le patient est déjà infecté par l'hépatite B. Ces hépatites D ou delta se caractérisent par des hépatites aiguës fulminantes plus fréquentes, donc avec un risque mortel rapide, et une évolution vers la chronicité plus rapide et plus importante. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit précédemment sur le rôle accélérateur du VIH sur l'évolution des hépatites chroniques. Ceci est vrai pour l'hépatite C, mais c'est aussi vrai pour l'hépatite B, et on le suspecte aussi pour l'hépatite delta. Le bémol de tout ça, c'est que les progressions qu'on a ou les perspectives de progrès dans les traitements des hépatites C ne s'appliquent qu'aux hépatites C. Et malheureusement, pour les patients co-infectés par hépatite B ou hépatite delta ou les deux, les seuls traitements actuels sont l'interféron et la ribavirine avec des résultats beaucoup moins bons que ce qu'on a pour l'hépatite C. Donc là, j'arrive au sens de la présentation. C'est l'intervention qu'on a eue auprès de cette population, notamment en réduction des risques. Donc ça, c'est un travail de terrain. La première limitation vient de leurs conditions de vie. Comme je vous ai dit, ils vivent la plupart du temps en squat, donc l'absence d'eau, d'électricité, la saleté, les parasites qui accompagnent leur mode de vie, qui n'est pas un mode de vie choisi, hein, c'est les statuts sociaux qu'ils ont en France qui leur imposent ça, et puis les conditions d'exercice, puisqu'ils se retrouvent assez nombreux dans les squats où ils sont, avec aussi des passages de gens qui n'habitent pas dans le squat, qui passent en squat. Donc cette difficulté, effectivement, on a beau essayer de faire passer un message, les contraintes de terrain font que se laver les mains avant de s'injecter, c'est impossible puisqu'il n'y a pas d'eau, et ainsi de suite. S'il n'y a pas d'électricité, ça complique les choses aussi. Après, les difficultés en réduction de risque sont liées à leur mode d'usage, ce qui a été dit sur les modes de consommation qui étaient vrais il y a quelques dizaines d'années en France et en Espagne, avec le partage et la réutilisation du matériel, ou la préparation d'un pot commun dans lequel chaque usager va s'injecter. Une précision qui n'a pas été mise sur les diapositives, il faut savoir que sur les 50 usagers de drogue bulgares que nous suivons à la case, la plupart ou quasiment tous sont des injecteurs ou ont été injecteurs. Le problème suivant aussi, évidemment, c'est la langue, puisqu'ils parlent bulgare ou turc pour la plupart, ce qui n'est pas le cas pour nos intervenants. Et donc, pour essayer de résoudre ce problème, on fait appel à des traducteurs, mais qui ne sont pas là à temps complet. Après, il y a le problème, effectivement, dans la réduction de risque, de leur mode de vie. Évidemment, ils vivent en squat, ils sont en situation régulière, et bien souvent, leur squat n'est pas pérenne, et ils se font expulser au bout de quelques semaines, quelques jours, au mieux quelques mois, du squat, ou se font expulser du territoire français. Donc il y a une rupture de la prise en charge de notre part, et puis une rupture dans la prise en charge sanitaire s'ils sont suivis dans d'autres programmes pour les traitements. Évidemment, le problème de clandestinité, puisqu'ils se retrouvent une sensation d'être pourchassés un petit peu, donc ils ont peut-être à juste titre un peu de crainte à chaque fois que de nouvelles personnes arrivent au niveau du squat. On intervient, on leur pose des questions par rapport à l'usage qui va être fait des réponses qu'ils vont donner. Enfin, une des limites qu'on a observées, c'est que malgré l'intervention qu'on a en réduction des risques, une intervention qui est comparable à ce qui est fait aux autres usagers, notamment aux usagers de drogue en France, donc les autres 1000 usagers de la file active qu'on a, les résultats qu'on obtient ne sont, nous semble-t-il, pas aussi bons, et se pose la question de la représentation de la maladie
que se fait cette population et du mode de transmission qui nous pose un problème quand même et pour lequel on a peut-être des solutions, ou en tout cas des solutions à proposer. Enfin, la difficulté d'accès aux soins, puisque comme vous avez vu, ils sont pour la plupart infectés par le VIH et les hépatites, même co-infectés. Du fait du manque d'accès aux soins, leur couverture médicale, le diagnostic est souvent tardif. Et résultat, on découvre des stades avancés de la maladie avec, puisqu'on a la chance d'avoir un fibroscan dans la case, la découverte de stades très avancés de fibrose, voire de cirrhose. Et du coup, on arrive à des stades où les traitements ne sont plus très efficaces et on ne peut pas faire grand-chose pour eux, malheureusement. L'absence de couverture ou en attente, comme je vous ai expliqué, l'aide médicale d'État, la rupture aussi dans le mode de vie, dans le fait qu'ils sont sans domicile, le fait qu'ils soient expulsés, limite les possibilités de stabilisation et de traitement pour le VIH. On sait qu'il est très important d'avoir une continuité dans le traitement du VIH pour éviter l'émergence de résistance. Malheureusement, quand ils sont expulsés, quand ils partent en prison, quand ils doivent repartir en Bulgarie, quand ils se retrouvent sans hébergement, pendant quelques jours, le traitement du VIH n'est plus leur priorité et on a des ruptures de traitement, on observe, dans le suivi pour le VIH. Pour le traitement des hépatites, comme on l'a vu, le traitement essentiel doit passer par l'interféron et l'interféron nécessite un traitement long, 9 à 12 mois pour les hépatites B ou delta. Et malheureusement, cet interféron entraîne une fatigue extrême. Donc les recommandations, c'est d'avoir un logement stable, ce qui n'est pas le cas pour eux. Deuxième chose tout à fait pratique, l'interféron se conserve au froid, donc il faut un frigo, et sans électricité, pas de possibilité de garder ce traitement. Donc tout ça limite cet accès aux soins, et même si l'indication du traitement par interféron pour les hépatites est posée, la mise en pratique n'est pas facile. Donc les structures alternatives qui existent sont les appartements de coordination thérapeutique ou les liés soins santé qui sont marqués à la dernière ligne. Malheureusement, ces structures sont saturées et donc ne peuvent pas répondre à la demande qui est faite. Est-ce que vous pouvez conclure en 2 minutes? Oui, 3 diapos encore. Donc pour la prévention et le dépistage, nous avons mis en place, heureusement on bénéficie des dépistages rapides, qu'on appelle nous les TROD. Donc on a un dépistage rapide pour le VIH, on a en expérimentation un dépistage rapide pour l'hépatite C. On n'a pas encore de dépistage rapide pour l'hépatite B, comme vous avez vu dans les diapos précédentes, 9 patients sur 10 est déjà infectés par l'hépatite B, ce qui remet en cause un petit peu la pertinence de la vaccination systématique contre l'hépatite B, sachant que 90% sont déjà infectés. Et on a aussi l'usage du fibroscan, donc, qui permet d'avoir un dépistage, un fibroscan qui est portatif, qui permet d'avoir un dépistage et une évaluation de la fibrose. Je ne dirais pas au lit du malade parce qu'ils n'ont pas le lit, mais au moins sur leur lieu de vie. Cela permet d'avoir au moins un diagnostic ou d'approcher un diagnostic. Donc les nouvelles modalités qui nous ont été amenées à faire ou à pratiquer sont interventions plus fréquentes en squat. Donc on a des équipes qui interviennent toutes les semaines, voire plus, des équipes pluridisciplinaires avec des travailleurs sociaux, infirmières, parfois médecins, qui interviennent en squat pour essayer de réduire les risques, distribution de seringues, récupération de seringues, éducation au risque lié à l'injection, et démonstration de tout ce qu'il faudrait faire pour limiter les risques. Malgré ça, c'était précis dans la première diapo, je n'en ai pas parlé, malgré ça, on obtient des résultats qui nous paraissent insuffisants. Et ce qui est à préciser, c'est que dans les co-infections et dans la sérologie positive qu'on observe, tous les patients qu'on a pu observer sur un laps de temps assez long ne sont pas arrivés en France avec ces sérologies-là, mais une partie sont infectés en France. Donc les contaminations ne sont pas liées à leur activité en Bulgarie, mais à ce qui se passe chez nous, et notamment à leur mode de vie. Donc se pose la question dans les moyens de prévention et de réduction des risques, l'éducation, bien sûr les actions qu'on n'a pas encore et qui ne sont pas encore disponibles, notamment les salles de consommation à moindre risque, dont on voit l'intérêt pour ce type de population, qui permettrait de limiter les risques et de profiter de ce temps-là pour une éducation. Deuxièmement, les limitations qu'on a même dans la communication et les outils qu'on utilise avec eux et le manque de résultats, on se demande si on n'a pas besoin d'une aide avec une recherche en anthropologie par rapport à la représentation qu'ils font de la maladie.
de ce qu'on peut leur proposer pour intervenir auprès d'eux. Enfin, l'accès au traitement. Effectivement, l'accès aux appartements de correction thérapeutique est limité du fait du faible nombre d'appartements. On peut se demander si la mise en place de squats de stabilisation ne permettrait pas de la mise en place de traitements de l'hépatite dans l'avenir. Et pour tout ça, évidemment, c'est une question politique. Ça ne dépend pas que de nous, des intervenants sanitaires ou des intervenants de réduction des risques. Donc ça intervient aussi évidemment dans les politiques de santé et les politiques d'immigration avec le statut particulier des Bulgares dans l'Europe. Voilà, je ne reviens pas sur les conclusions, j'en ai déjà parlé, de toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Donc je pense que le but de la présentation est là essentiellement pour soulever le débat, apporter une pierre à l'édifice dans les réflexions qu'on peut se poser sur notre intervention et peut-être réévaluer nos pratiques et en y proposer d'autres dans l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions sur ce retour d'expérience de Bordeaux. Qui veut prendre la parole pour clore cette journée? Bon, vous avez tous été très impressionnés par votre travail, bravo. Et bon courage surtout parce que... Alors, moi j'ai été... Alors, je voulais juste demander, voilà, donc il n'y a pas de questions, donc je vais clore, et justement, parce que j'avais un petit mot à vous dire. Pardon, ah oui, allez-y, excusez-moi. C'est juste sur la base un petit peu des conclusions de l'expérience de Bordeaux, est-ce que c'est possible de réagir avec ton intervention sur l'hépatite? Alors oui, ça va, je pense que ça va prendre un peu de temps par rapport à ça, je suis désolée. Peut-être après, on peut en discuter si vous... Voilà, mais je suis désolée, on est un peu pris par le temps, on a commencé en retard, j'étais un peu longue et je m'en excuse, et on est pris par les traducteurs, etc. Sinon, moi je suis absolument abasourdie par les chiffres de prévalence, en particulier du delta, parce qu'on sait qu'en général, le delta surinfecte 4 à 5% des hépatites B. Donc c'est vraiment la 38%, c'est énorme. La question que je me posais par rapport à l'hépatite B, les chiffres que vous avez, c'est vraiment de l'antigène HBS, donc des personnes qui sont infectées chroniquement. C'est pas simplement un contact avec l'hépatite B. Non, 90%, c'est... Non, 90%. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas, sur les 50... Alors, je reprécise que ces statistiques ne sont liées qu'aux usagers bulgares qu'on suit à la case. Mais ce n'est pas du déclaratif, vous avez fait du test. C'est sur les chiffres qu'on a. Alors, on n'a pas sur les 50, quand on dit 88%, ces 80% ont été en antigène ou ont été en contact. Donc, il y a des séroconversions de l'hépatite B, mais on n'a pas pu tester malheureusement les 50 pour des raisons de non-disponibilité des tests rapides et de leur non-couverture après leur bien squat. Donc, on n'a pas 88% des 50 usagers. C'est 80% de ceux qu'on a pu tester. Ah d'accord. Alors, il faut savoir, pour les tests rapides hépatite B, on a fait une étude à Paris qui a permis de valider un test rapide qui est le test Vikia et qui a des performances vraiment excellentes. Donc, voilà on les attend. Voilà. Il faut les faire venir, il n'y a pas de souci. Parce qu'en plus, c'est le seul test rapide hépatite B qui a un marquage CE. Alors donc il peut être utilisé de façon large. Pour repréciser, comme nous, on a un programme d'échange de seringues, on a sûrement un biais de recrutement. Les patients qui viennent sont des usagers de drogue injecteurs. Donc il ne faut pas traduire ça une généralité sur les usagers de drogue bulgares. Qui sont donc on revient à votre avertissement dans votre avant-propos. Parce que sinon, on peut avoir une image vraiment catastrophique de leur état sanitaire, ce qui n'est peut-être pas le cas. En tout cas, je l'espère. Voilà, et donc pour conclure très rapidement sur ce que vous avez soulevé, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire dans les pays du Sud, mais il en reste encore beaucoup dans des populations à risque dans les pays du Nord. Bien, merci beaucoup pour votre attention et bonne soirée.